Bonjour, donc moi aussi je vais avoir des slides en anglais, because maybe some of us don't speak French, so they can pretend to follow along on the slides. Donc je vais parler Docker, Automation for the rest of us. Je crois que c'était un slogan d'Apple à l'époque, genre l'ordinateur pour nous autres. Donc voilà de quoi je vais parler aujourd'hui. Donc d'abord, qui je suis, qu'est-ce que je fais et comment Docker ça m'aide dans tout ça. Donc d'abord, qui suis-je et qu'est-ce que je fais ici? Donc je suis Jérôme Petezzoni, je suis français. Quand je fais ce talk en anglais, c'est plus drôle parce que je peux dire que mon accent me trahit, là c'est un peu plus difficile. J'aime pas trop les tâches répétitives, et répétitives ça commence à 2, et du coup j'aime beaucoup les script shell. Quand on me demande mon langage favori, en général je réponds du script shell, parce que c'est quand même très difficile de se tirer une balle dans le pied avec un script shell, et c'est aussi beaucoup plus facile à relire que quasiment n'importe quel autre langage. Et puis, sur ma carte de visite, il n'y a pas un titre du genre Senior Engineer 5 ou Dev Evangelist Advocate Something. Il y a écrit Thinker Extraordinaire parce qu'on m'a dit tu peux choisir ce que tu veux. Donc j'ai choisi de mettre quelque chose qui reflétait le plus ce que je faisais à l'époque chez Docker, qui était que je faisais beaucoup de choses différentes parce qu'on était une start-up, une petite start-up, et que dans une petite start-up, on fait tout, parfois y compris la vaisselle. Donc qu'est-ce que je fais justement ? Eh bien, une des premières choses que j'ai faites quand j'ai rejoint Docker à l'époque où c'était .cloud, c'est que j'ai fait du support technique, parce qu'il fallait bien que quelqu'un s'y colle. Donc pas du support technique en mode « Hello IT, did you try to turn it off and on again ?» Non, du support technique pour un pass, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des développeurs, qui essayent de déployer leur code sur notre plateforme. Et le lundi, ça va être quelqu'un qui me demande comment on fait avec Express pour compiler les assets de je sais pas quoi en Node.js. Je ne connaissais pas Node.js, ça a fait un choc. Le mardi, c'était du Python, ça je connaissais, c'était plus facile. Le mercredi, c'était du Ruby, que j'avais décidé de ne pas pratiquer pour des questions religieuses, donc il a fallu que je change de religion. Le jeudi, c'était du Java, no comment. Et puis le vendredi, du PHP pour se détendre. Bon, le week-end, on essaye de ressasser tout ça. Donc c'est quand même quelque chose de complètement différent du support technique traditionnel. Et j'ai appris quelques leçons en faisant support technique. C'est que énormément des requêtes qu'on a, c'est comment je fais pour installer ça ou pour utiliser cette feature. Des questions qui ne sont pas du genre ça ne marche pas, mais plutôt comment je fais. Et donc, avoir une bonne documentation, ça aide à avoir moins de ce genre de questions. Pas forcément parce que les gens lisent la documentation, même s'il y en a beaucoup qui le font, mais au moins parce qu'on peut leur dire « Regarde la documentation à cet endroit-là, tu es la 7e personne cette semaine ou ce mois-ci à poser la question. La première fois, j'ai écrit un petit truc qui explique comment faire. Et donc là, du coup, je peux juste copier-coller l'adresse de la documentation au lieu de refaire un pavé explicatif. Donc, avoir une bonne documentation, c'est important. Si jamais on donne à quelqu'un une bonne documentation, si on écrit une bonne documentation une fois, on va pouvoir aider des dizaines d'utilisateurs, alors que si jamais on fait du support un par un, comme ça, customisé, on ne s'en sort jamais. Ça ne marche pas si jamais votre business model, c'est justement d'avoir un produit super compliqué pour lequel il faut une armée d'experts pour le configurer, mais j'espère que ce n'est pas votre cas. Ça m'a amené donc à écrire beaucoup de documentation et donc à être un technical writer. Je ne sais pas exactement comment on traduit ça en français. Donc j'ai écrit une grosse majorité de la doc de .cloud au cours de cette phase de mon existence. Et puis j'ai écrit à peu près un tiers des supports de formation de Docker parce que j'aime bien expliquer les choses. La documentation, ça fait partie de votre produit. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez écrit le code et même la doc technique qui va avec le code, il faut aussi la doc pour les utilisateurs. Alors si vous faites des téléphones, on n'a pas forcément besoin d'une grosse documentation pour expliquer que le chargeur il se met dans le mur et là dans le téléphone et que du coup il n'y a pas besoin de se sentir fier juste parce qu'on a réussi à passer un coup de fil sans utiliser le manuel. Par contre, si vous faites un produit technique, un produit justement d'automatisation, de déploiement, une API, un langage de programmation, la doc, ça va être encore plus important que le produit lui-même. Pour le meilleur produit du monde, si jamais la doc n'est pas bonne, les gens n'auront pas envie de s'en servir. A l'inverse, si vous faites une bonne doc, ça peut donner envie aux gens de s'en servir, même si le produit n'existe pas encore. À réfléchir. Et puis je suis aussi un développeur. Alors je pense que vous savez tous à peu près ce que c'est qu'un développeur. C'est à peu près ça. Ça, c'est pas moi. J'étais pas aussi mignon que ça quand j'étais jeune, mais c'est pas tout à fait ma couleur de cheveux. Donc je ne vais pas trop détailler sur ce que c'est qu'un développeur, parce que je pense que ça, c'est peut-être le concept avec lequel on est le plus familier. Je suis aussi un administrateur système. Maintenant on doit dire Ops, je crois. Donc ça, c'est les gens qui murmurent à l'oreille des serveurs, qui les réparent quand ils sont en panne, qui se réveillent la nuit quand le code des autres est cassé, et on est on-call, on est d'astreinte. Et là, il y a une chose assez importante dont je voudrais parler, c'est qu'il ne faut jamais, jamais être fier d'être on-call, et il ne faut jamais le faire gratuitement. Si jamais on vous dit, alors dans le boulot, vous allez devoir être on-call, parce que de toute façon, c'est comme ça, nos ops, ils sont on-call, puis ça fait partie du job. Prenez l'expression la plus forte que vous pouvez pour dire non
sans être viré. S'il faut être grossier, s'il faut être violent, si vous pouvez le faire sans être viré, faites-le. Refusez d'être on call gratuitement. Jamais, jamais, jamais. Parce que vous allez faire du mal, et vous allez faire du mal aux autres. Parce que si jamais à chaque fois qu'il y a du code qui pète au milieu de la nuit, quelqu'un se réveille pour le réparer, ou plutôt pour le réparer sur le coup, pour éteindre le feu, le problème ne sera jamais réglé, et vous allez finir par vous réveiller 2 fois par semaine à 3 heures du matin, sans que qui que ce soit en ait quoi que ce soit à faire, puisque de toute façon, on a toujours fait comme ça. Donc, quand il y a un problème la nuit, et que vous êtes d'astreinte, et que vous réparez un serveur, le lendemain, assurez-vous que ça se sache. Ou bien ça va se savoir parce que dans votre contrat, il y a écrit qu'à chaque fois que vous êtes réveillé la nuit, vous avez une prime qui tombe. Donc un beau jour, il y a le directeur financier qui va dire il y a un problème là, on a payé beaucoup d'astreintes, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, c'est parce que notre code, il pète souvent la nuit. Ou bien le matin, si jamais vous n'êtes pas payé ou quoi, le matin, arrangez-vous, prenez une demi-journée, une journée, je ne sais pas. Arrangez-vous pour que ça se sache, faites un foin de tous les diables pour que les problèmes soient réglés et que vous ne deveniez pas le fusible de sûreté en fait, de tout ce système-là. C'est important. Et puis enfin, j'ai souvent l'impression d'être un imposteur. Quels sont ceux parmi vous qui ont entendu parler du syndrome de l'imposteur? Quelques-uns quand même. C'est ce syndrome en fait où on se demande toujours est-ce que je suis la bonne personne pour faire ça? Est-ce que je suis assez qualifié pour le faire? Ça nous donne tout le temps envie en fait de se dépasser, de faire toujours plus pour être reconnu. Et c'est un problème en plus qui touche plus les femmes que les hommes. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il y a déjà énormément d'inégalités dans notre branche entre les hommes et les femmes, donc ça en rajoute une de plus. C'est peut-être parce que les hommes, nous, on aime bien se vanter auprès de la machine à café en disant « Ah, le cluster Cassandra, ouais, j'ai déployé ce matin en prenant mes chocs à pic au petit-déj. » Ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'effectivement, on a lancé le script en prenant ces chocs à pic au petit-déj, mais le script, ça fait 3 mois qu'on bosse dessus, qu'on le peaufine, qu'on l'affine. Donc oui, effectivement, ça a pris 5 minutes de lancer un cluster, mais c'est le résultat de 3 mois de boulot. Et ça, c'est important d'en parler aussi pour que les autres se disent ok, je comprends, c'est pas un Superman, il a pas un don magique qui fait que quand il claque dans les bras, il y a des instances qui tombent du ciel, etc. C'est important parce que c'est quelque chose qui peut conduire au burn-out, à la perte de sommeil, et c'est un très gros problème dans nos métiers. Voilà. Qu'est-ce que c'est que Docker? Alors Docker, c'est une plateforme ouverte pour build, ship and run any app, anywhere. Bon, je vous passe la partie marketing, c'est un joli slogan, mais surtout, qu'est-ce que Docker, ça peut faire pour moi? Pour moi qui fait du support technique, qui écrit de la doc, qui développe, qui fait des ops. Alors, regardons un petit peu quelques-uns des challenges que j'avais quand je faisais du support technique. Le problème que j'avais, c'était un dialogue de sourds entre non, mais chez moi, ça marche. Je viens d'essayer d'installer Express dans Node.js que je ne connaissais pas il y a encore 2 heures de ça. J'ai réussi à faire le petit Hello World sur le port 8000, ça marche parfaitement. Ou alors, je comprends bien votre bug, mais je n'arrive pas à le reproduire. J'ai beau essayer aussi dur que je peux, non, chez moi, ça marche. Un autre problème, après, c'est de l'autre côté, quand le client dit « Alors, quand on fait telle séquence d'opération, tout le site tombe par terre. Donc là, on arrive bien à le reproduire. Par contre, ça serait gentil si vous pouviez débugger ça entre 3 et 4 heures du matin, parce que le reste du temps, j'ai mes clients qui utilisent le site. Donc là, avec la meilleure bonne volonté du monde, c'est un petit peu difficile de dire au client, oui, pas de problème, je vais faire une nuit blanche juste pour aller débugger votre problème, qui vient peut-être de ma plateforme, mais qui vient peut-être aussi de votre code. Un autre problème aussi, c'est le client qui vous dit alors, le bug arrive uniquement 1 fois sur 5 quand on est logé avec un utilisateur dont l'UID termine par un 7, qu'on poste un commentaire et qu'en même temps, dans une autre fenêtre, on démarre 3 fois le service en dansant la sarabande enroulée dans les jambons de Parme. Donc, c'est des problèmes comme ça qu'on avait et qu'on avait tout le temps. Et c'était les plus durs parce qu'on est un peu dans une impasse. D'un côté, j'arrive pas à reproduire le problème du client. De l'autre, le client qui a des exigences qui, de son point de vue, sont tout à fait raisonnables parce qu'il n'a pas envie qu'en plein milieu de la journée, je casse son site. Mais en même temps, de mon point de vue, qui ne sont pas acceptables. Alors, comment Docker, ça m'aide? Ça me donne un environnement bien défini, reproductible. Ça me permet d'avoir le fameux problème du client, en fait, de le reproduire en local et puis de dire au client, voilà, j'ai reproduit le problème comme ça, ou bien je n'ai pas réussi à le reproduire comme ça, et après, le client peut aller bricoler et puis essayer de casser ce que j'ai réussi à construire moi, et ensemble, au moins, on raisonne sur la même base. Donc, je vais pouvoir définir mon environnement dans un Dockerfile, et je vais pouvoir, à partir de ce Dockerfile, construire une image de container que je vais pouvoir faire tourner. Alors, à quoi ça ressemble? Là, j'ai fait un faux Dockerfile, ce n'est pas un vrai Dockerfile, même si ça ressemble beaucoup. Donc, ça décrit un environnement que je veux construire. Donc, même si mon client, au départ, n'utilise pas ça, je vais le construire. Puis, je vais lui dire, voilà, lance ton environnement avec ça. Et lui, il va essayer de reproduire le bug. Et ensemble, au moins, on aura cette espèce de base commune. Et même si on met le problème de côté pour revenir 1 mois après, on pourra repartir de là ou le repartir de zéro.
Ce qui est intéressant, c'est que sans avoir besoin de faire appel à mes développeurs, à mon équipe Ops, etc., je vais pouvoir, moi et mon client, écrire cette espèce de Dockerfile là et le construire. Donc je vais pouvoir commencer à automatiser ce processus moi-même, sans faire appel à des experts en config management ou etc. Voyons quelques-uns des challenges que j'avais en tant que personne qui écrit de la doc. Il y en a beaucoup ici qui font de la doc technique avec genre Office ou OpenOffice ou des choses comme ça. Personne? Bon, ok, donc c'est bien ce que je me disais. Je pense qu'on utilise quasiment tous, peut-être pas la tech, mais on utilise une espèce de workflow où ma documentation, elle est dans un dépôt de code, peut-être en Markdown ou quelque chose comme ça. Et ensuite, on a un pipeline qui prend ce dépôt de code, ce Markdown, et qui va ressortir la doc dans le format qui va bien, que ce soit un PDF imprimable, que ce soit un site web avec de la recherche, etc., etc., etc. Alors très souvent, ce pipeline, pour transformer ma doc en quelque chose de consultable, c'est compliqué. Et plus ça va devenir compliqué. Celui qu'on utilise, nous, chez Docker, pour les supports de formation, ça va, il faut juste du Ruby et quelques bibliothèques. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai aidé quelqu'un à ajouter une ligne dans une doc d'API. Parce qu'on dit, tiens, il faudrait mettre un petit warning là, que quand on fait cet appel-là, il se passe telle chose. Juste une ligne, un petit warning de rien du tout. Alors, c'était du Python. Et le mécanisme qui construisait la doc extrayait les docstrings, donc les commentaires du code Python. Et le mécanisme qui ensuite construisait la doc avait besoin que le code soit importable, c'est-à-dire que le code soit valide, chargeable, etc. Pour que le code soit importable, il fallait que toute la configuration des bases de données, des API tierces, etc. externes marche. On a passé une demi-journée, et puis une demi-journée au sens l'après-midi, de 2h de l'après-midi jusqu'à 9-10 heures le soir, à essayer de faire marcher ça en local. À la fin, on a laissé tomber, on s'est dit, bon, alors là, on est en train d'essayer de faire marcher finalement le code de l'API, juste pour arriver à vérifier que la ligne de warning qu'on a ajoutée dans la doc s'affiche correctement. Peut-être qu'il faut faire un reality check, un sanity check, là, on est dans une fausse piste, stop. Donc on a juste fait la pull request pour ajouter la ligne dans la doc, et puis tant pis. Mais donc du coup, ce que je veux dire par là, c'est que si jamais on a un pipeline de doc qui est complexe, attention, je ne remets pas en cause ce pipeline. Il est très bien parce qu'il permet justement d'avoir une très bonne synchro entre mon code, ma documentation, d'avoir des warnings qui sont bien, qui sont cohérents, des liens. Enfin, le résultat, c'est une doc qui est géniale et que les utilisateurs adorent, et donc c'est un produit que les gens veulent utiliser. Donc ça, c'est bien. Par contre, le fait qu'une personne qui veut juste modifier un peu la doc doive passer une après-midi pour être sûr que la modification s'est bien passée, ça, c'est pas bien. Parce que le résultat, c'est que mes tech writers, les gens qui font la doc, ils ne savent pas trop ce qu'ils font, parce qu'après, il faut qu'il y ait le gourou de fabrication de la doc qui passe par là. Ou bien à l'inverse, il n'y a que le tech writer qui sait construire la doc, et les autres membres de l'équipe, ils n'osent pas trop contribuer à la doc, parce que c'est compliqué. Donc ça, il faut essayer d'éviter ça. Et donc voilà par contre un vrai Dockerfile, qui est celui qu'on utilise pour fabriquer les supports de formation Docker. Donc je vous avais dit, on installe une tolle de package, ensuite on installe un clone custom de show-off, ensuite on installe des gemmes Ruby, ensuite on récupère d'autres packages, on fait tout un tas de choses. Alors oui, la première fois, on a un petit peu mangé nos dents quand on a écrit ce Dockerfile, on a dû un petit peu bricoler, mais on n'a pas plus mangé nos dents que si on avait écrit un script shell. Et l'avantage, au moins, quand on a ça, c'est qu'on peut le répéter, le reproduire à l'envi à chaque fois que nécessaire. Quand quelqu'un rejoint l'équipe, il a juste à exécuter ce Dockerfile et ça y est, il peut générer les docs, voir à quoi ils ressemblent et être sûr qu'il a bien fait le boulot. Et puis on a des résultats qui sont consistants aussi. Parce qu'à la limite, les docs du genre tu installes show-off et puis tel lib et puis tel font, on peut oublier quelque chose. On peut se dire, ah mais c'est bon, moi j'ai déjà show-off. Sauf qu'on a mal lu, il fallait bien cette version-là exacte. Avec un Dockerfile comme ça, on s'assure qu'on a vraiment la bonne chose à la version près, tout le monde consistant, cohérent ensemble. Ça veut dire qu'on va perdre moins de temps pour l'onboarding quand il y a quelqu'un qui rejoint l'équipe. Quand on veut faire un upgrade de sa machine, oh zut, j'ai mis à jour encore en Maverick ou en Ubuntu quelque chose, etc. J'ai tout cassé. En réinstallation, etc., etc. Et donc, à nouveau, en tant que tech writer, je ne suis pas forcément dev ou ops ou etc., mais je vais pouvoir automatiser ce processus et gagner du temps, non seulement moi, mais aussi toute mon équipe. Voyons un petit peu maintenant les challenges des développeurs. Alors là, il y en a plein, enfin, du moins liés à Docker. Par exemple, comment je fais? Là, j'ai une stack avec, j'ai mis du Ruby, du Postgres, du Mongo, du Cassandra, genre un petit cocktail un peu au pif, le cocktail des amis. Comment je fais pour m'assurer que tous les membres de mon équipe ont un environnement cohérent? Qu'on soit sous Linux comme moi, ou sur un Mac, ou sur Windows, ou etc., etc.
comment je fais pour être sûr que j'ai bien les mêmes bibliothèques, les mêmes versions de Mongo, Postgres, etc. Sur ma machine et sur l'environnement de prod. En gros, les mêmes challenges que ce que j'avais avant, mais puissance 10. Alors comment je fais? J'écris des Dockerfiles pour chaque composant. Donc chaque composant, je vais le définir dans un petit container. Et ensuite, je vais rassembler ces composants ensemble avec un outil qui s'appelle Fig, qui maintenant s'appelle Compose. Et à partir de là, ça va être chouette. Alors voilà à quoi ça ressemble, un fichier de définition Fig ou Compose. Ça va me permettre de définir une stack. Ça, c'est un vrai fichier en plus. Donc là, dans ma stack, j'ai un frontal web, j'ai une API, et j'ai un Redis que j'utilise comme cache entre les deux, j'ai une DB Postgres, j'ai un Zookeeper pour un peu d'informations importantes, et puis j'ai un Cassandra. Et donc à chaque fois, j'ai défini les dépendances entre ces composants. Je dis que mon composant web, il a besoin de Redis, Postgres, API, Zookeeper. API, il a besoin de Redis, Postgres, Cassandra, Zookeeper. Et Fig, ou maintenant Compose, va être capable de faire une espèce d'arbre de dépendance pour dire OK, il faut lancer ça d'abord, ça après, etc. Il va construire les containers tout seul, il va les lancer, etc. etc. Là, par exemple, pour Zookeeper et pour Cassandra, j'indique que je n'ai pas envie de les fabriquer moi-même. J'ai envie d'en prendre qui viennent de la communauté, qui ont été faits par des gens qui apparemment savaient ce qu'ils faisaient. Zookeeper, là pareil, Cassandra, prendre la version de chez Spotify, parce que c'est des très très gros utilisateurs de Cassandra. À chaque fois que vous ajoutez une chanson dans une playlist dans Spotify, ça va dans un cluster Cassandra. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Le résultat, c'est que maintenant, quand j'engage un développeur, ou plutôt, quand un développeur rejoint un projet, que ce soit parce que je l'ai engagé ou je viens de le voler à un autre projet, la première étape, déjà, c'est qu'il faut engager le développeur, et souvent c'est la plus difficile, surtout aujourd'hui. Les bons développeurs se font rares, ils se cachent. La deuxième, on va leur donner un ordinateur, c'est obvious, mais ensuite on va installer Docker. Bon, quand est-ce qu'on arrive aux choses sérieuses là? On va faire un git clone, ou HG, ou SVN, ou ce que vous voulez. Bref, on va récupérer le code. Jusque-là, rien de détonnant. Et on va juste faire compose up, ou fig up si on est resté à la version d'avant. On va attendre quelques minutes, et au bout de quelques minutes, notre stack va être up and running. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a à faire. De la même manière qu'on pouvait cloner une repo et faire vagrant up, et ça marche, là on va faire la même chose. Docker Compose Up, Fig Up, et j'ai toute ma stack avec toutes ses dépendances, tous les services, etc., qui marchent, qui tournent. Quelques données brutes. Il y a un petit atelier de développement logiciel de quelques milliers de développeurs dans le nord de la France, à côté de Lille, à Seclin plus précisément, Worldline. Avant Docker, il fallait 2 jours pour qu'un développeur soit opérationnel sur un projet. Parce qu'il fallait prendre l'ordinateur, il fallait tout installer, les dépendances, les VM, etc., etc., etc. Après Docker, ça leur prend plus de 2 heures. Ça fait donc x24, soit 96% de réduction des coûts, chouette. Alors, des fois, on se demande, on pourrait aussi faire tout ça avec du config management, avec Chef, Puppet, Salt, Ansible, etc. Alors, j'aimerais faire un petit sondage rapidement. Déjà, qui ici est un développeur? Bon, il y en a quand même pas mal, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns timides. Non, gardez les mains levées, s'il vous plaît, les développeurs. Ensuite, qui est-ce là-dedans qui utilise du config management? Gardez vos mains levées si vous utilisez du config management. Donc il y a à peu près la moitié des mains qui se baissent. Et ensuite, gardez les mains levées si vous aimez ça. C'est-à-dire si vous trouvez que c'est facile, à chaque fois qu'on a besoin... il en reste quand même. On a trouvé les sadomaso dans la salle. Non, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en gros, à chaque question, on a perdu à peu près la moitié des mains. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup de devs. Il y en a quand même beaucoup qui n'utilisent pas de config management. Et dans ceux qui le font, il y en a qui trouvent que c'est sympa, mais il y en a aussi qui trouvent que c'est moins sympa. Le config management, c'est bien. Par contre, la courbe d'apprentissage est assez rude. Et puis surtout, ça ne marche pas forcément toujours. Si on veut faire du bon config management, il faut être un gourou du config management. Un coup, on va oublier de spécifier une version. Du coup, quand on va faire un rollback, on ne va pas se retrouver avec la version qu'on avait avant. Des petits détails comme ça. Donc avec Docker, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre le côté créer un environnement répétable, reproductible, etc., entre les mains des devs. On essaye de dire, si vous voulez reconstruire une stack de zéro, et avoir toute la goodness, la awesomeness de Chef, Puppet, Salt, Ansible, etc., vous allez pouvoir le faire sans avoir à apprendre, sans devenir des gourous de ce produit-là, grâce à ces fameux Dockerfiles, etc., qu'on espère être plus simples que des manifestes, des cookbooks, etc., traditionnels. Parce que quand on a écrit le principe des Dockerfiles, on s'est dit, les gens savent faire des script shell, ouais. Donc on va essayer de faire quelque chose qui ressemble à un script shell, mais on va mettre un run devant chaque ligne, en gros. Et donc c'est ça notre philosophie avec les Dockerfiles.
Alors, il y a une question qu'on me pose assez souvent, c'est est-ce que Docker, c'est prêt pour la prod? Est-ce que je peux faire tourner en prod? Qui fait tourner Docker en prod? C'est pas la question en fait. Est-ce qu'on se pose les mêmes questions, par exemple, pour Eclipse, Sublime Text, Vagrant? Bah non, parce que c'est des outils de dev. Donc quand je parle de Docker à un dev, je suis pas en train de lui dire et on va mettre ça en prod et ça va être chouette. Je suis en train de lui dire c'est un bon outil pour le dev, utilisons-le pour le dev. Et quand après, la question d'après qu'on me pose, c'est est-ce que c'est prêt pour la prod? Ça me fait penser à un premier rendez-vous entre adolescents où ils demandent tu veux combien d'enfants toi? Donc essayons de faire les choses un petit peu dans l'ordre. Si on est un dev, on peut utiliser Docker juste pour le dev. C'est tout à fait OK d'utiliser Docker en dev sans aller jusqu'à la prod. On va déjà gagner du temps, de l'argent, de la santé mentale, etc. Mais non, on verra plus tard. Alors maintenant, parlons un petit peu des challenges pour les ops, les sysadmins. Alors les challenges avec lesquels Docker va rendre service, c'est comment est-ce qu'on va faciliter le déploiement, comment on va faciliter le scaling, donc rajouter des serveurs quand il y a une montée en charge, comment est-ce que je vais faire du cloud hybride ou déplacer mes applications de mes serveurs physiques dans un data center vers du cloud ou vice-versa, et comment est-ce que je vais faire une utilisation efficace de mes ressources. J'ai plein de machines, j'ai plein de programmes et j'ai de la RAM, du CPU, du disque gaspillé un peu partout, comment je peux éviter ça? Alors déjà, comment on va faciliter le déploiement? Le problème de déploiement que certaines personnes ont aujourd'hui, c'est que quand il y a une deadline de livraison le lundi matin, le vendredi après-midi, les développeurs balancent un tarball par-dessus le mur en disant « bon courage ». Les installations d'instructions ne sont pas à jour, il y a écrit qu'il faut tel et tel lib, mais ils ont oublié la moitié, les versions, ce n'est plus les bonnes, le script de déploiement, il n'a pas été lancé depuis 6 mois, donc inutile de le dire que ça ne marchera jamais. Les bases de données, les mots de passe, etc., c'est tout codé en dur partout dans le code, donc pour passer en prod, bonne chance. Et puis en plus, le pire, c'est que cette bande de hippies de développeurs, ils sont tous sur Debian, alors que nous, la prod, on est des gens sérieux sous CentOS. Avec Docker, ce qu'on va essayer de faire, c'est au lieu de livrer du code comme ça, et puis en espérant que le code, c'est un truc universel qui marche partout, on va livrer une image de container, ou au moins un Dockerfile, en disant que les devs, ils auront compilé ce Dockerfile, et c'est un peu moins incertain que de compiler du code, parce que les dépendances, etc., sont contenues avec. La configuration, on va la faire avec des variables d'environnement. Vous avez peut-être entendu parler de 12-factor app. Si vous n'avez pas entendu parler, courez voir. Mais l'idée, c'est que toute la configuration, toutes les choses que je change d'habitude quand je passe de le dev chez moi, le dev chez un collègue, la pré-prod, etc., tout ça, je mets ça dans des variables d'environnement, en gros. Ça évite d'aller éditer du code à la main, ça évite d'avoir de la configuration dans la repository de code, et globalement, c'est bien. Alors, il y a un système avec Docker qui s'appelle les ambassadors. La version super courte, c'est que ça va permettre d'injecter les dépendances, entre autres au niveau du DNS dans mes containers. C'est-à-dire que dans mon code, quand je vais vouloir me connecter à mon cache Redis, je vais me connecter à Redis. Comme s'il y avait dans mon DNS un truc qui s'appelait Redis et puis qui renvoie l'adresse IP du Redis. Pareil, ma base de données, je vais dire DB par exemple, ou Postgres, etc. Et Docker va injecter justement une entrée DNS pour que ça pointe au bon endroit. Ça va me permettre de découpler un petit peu la partie code et la partie config. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça marche uniquement si les devs jouent le jeu. Si jamais dans leur code, ils ont bien dit, je me connecte à Redis et pas à 192.168.57.42. Ouais, mais alors là où on va justement bien collaborer tous ensemble, c'est qu'on va dire aux devs, on a une belle plateforme de pré-prod ou de test ou de QA, ou etc. Et vous allez pouvoir faire le déploiement du dev vers le test ou dev vers QA ou dev vers pré-prod, dev vers staging, ce que vous voulez, en utilisant ces principes-là. Ça va permettre aux développeurs de vérifier que ça marche pour de vrai. Et donc moi, en tant qu'ops, j'aurai une plus grande confiance que ça va marcher pour de vrai quand je vais passer en prod, parce que ce passage de barrière-là, il aura déjà été fait avant. Ça aura permis de vérifier que les dépendances, etc., auront bien été exprimées correctement. Ensuite, problème suivant, le scaling. J'ai 6 serveurs web en train de servir du trafic, il m'en faut un 7e et je veux qu'il soit absolument en tout point identique aux 6 premiers. Bon, en tout point, modulo peut-être l'adresse IP, des petits détails comme ça quand même. Alors j'ai plusieurs solutions. Je peux faire du config management, mais comme on a vu, il y a un bon apprentissage. Et puis il y a toujours des petits corner cases qui ne seront pas résolus. Je peux utiliser des golden images, c'est-à-dire que je vais construire une image de machine virtuelle, par exemple, avec tout mon déploiement qui est dedans, prêt à tourner, et donc je vais lancer des VM avec cette image-là.
c'est chouette, sauf que quand ce qu'on veut passer en prod, c'est une modif de une ligne de CSS pour changer la taille de la fonte, refaire une image de VM de 10 Go et la redéployer partout, c'est un petit peu overkill. On peut aussi cloner des serveurs. Donc j'ai 6 serveurs, je vais en prendre un, je vais le cloner vers un 7e. Dans certains cas, ça peut rajouter de la charge sur le premier serveur, et en plus, il faut aller faire quand même des petites manips à la main. Ou bien on pourrait utiliser Docker. Donc avec Docker, l'idée c'est qu'on va créer un nouveau serveur Docker, une machine Docker, donc un truc qui est prêt à accueillir des containers. Et ensuite, on va lancer le container avec notre service web dedans. Donc ou bien on fait un SSH, on fait un Docker Run, ou bien il y a une API pour automatiser ça. Donc, et puis c'est tout ce qu'il y a à faire. Bon, après, évidemment, il faut encore configurer les load balancers, ce genre de choses, mais c'est déjà des opérations qu'on devait faire avant, donc ça n'a pas changé. Donc, ça nous donne, Docker, en fait, nous donne une espèce de super package, un petit peu comme un DEB ou un RPM, mais qui contiendrait mon application, plus toutes ses dépendances, plus tout le système en dessous, donc quelque chose que je peux déployer sur n'importe quelle machine Docker, et ça va marcher. C'est ça aussi qui va me permettre de faire mon déploiement de physique vers virtuel et vice-versa. Parce que peu importe que mes serveurs physiques, c'est du Debian et les virtuels, c'est du Ubuntu ou autre, que ce n'est pas tout à fait les mêmes versions, les mêmes OS, etc., que la configuration est un peu différente, je vais avoir cette espèce d'image de container qui, elle, peut tourner n'importe où. Alors c'est un petit peu plus gros. Au lieu de déployer 10, 15, 20 MB sur ma machine, j'en déploie peut-être 200, 300, 400. L'espace disque, c'est plus trop cher aujourd'hui. Et puis, on a des moyens, de toute façon, pour optimiser tout ça. Donc, on pourra en parler après dans le hallway track. Dernier problème qu'on tacle avec Docker, c'est l'optimisation des ressources. Donc, on va voir 2 scénarios. Scénario 1, j'ai 5 machines physiques dans mon placard avec 16 GB de RAM, 8 cœurs, 1 Tera de disque. Chaque semaine, il y a quelqu'un de mon équipe qui vient me voir, qui me dit j'ai besoin d'une nouvelle VM là, pour tel projet. Donc, c'est facile. Je sais que là, Xen 3, j'ai de la place dessus parce qu'on a libéré un peu d'espace la semaine dernière. Donc, je dis écoute, je te crée ta VM sur Xen 3. Voilà le mot de passe. Enjoy. Un peu de temps passe. Maintenant, j'ai 1 millier de machines. Et j'en rajoute tous les jours, en fait. Enfin, même pas moi, mais il y a une autre équipe qui est en train de rajouter des machines sans arrêt. Elles n'ont pas toutes la même config. J'ai des quantités de CPU, de mémoire et de disques complètement différentes. Et plusieurs fois par jour, j'ai des équipes différentes avec des besoins différents qui se ramènent. Qui disent, moi, j'ai besoin de 40 VM avec chacune 4 GB de RAM, 2 cœurs et tant de disques. Et il m'en faut aussi 7 de plus pour le cluster Elasticsearch. Alors là, il me faut 500 GB de disques et ceci et cela. Et alors, si tu peux les mettre sur du SSD, en plus, ça serait chouette. Là, je ne peux plus juste comme ça, de tête, savoir que je peux mettre ces VM sur telle machine. Il va me falloir un outil de scheduling pour savoir à quel endroit je vais pouvoir mettre ces fameuses VM. Alors, il y a un outil qui permet de faire ça, c'est Mesos. Ça résout de manière assez générique le problème du scheduling, c'est-à-dire j'ai on va dire des jobs, des workloads, des VM, enfin ce que vous voulez, des trucs qui vont tourner sur mon parc et qui vont avoir différentes dimensions, CPU, disque, mémoire, I/O, etc. Et Mesos va être capable de trouver le meilleur agencement. C'est un petit peu comme jouer à Tetris. Tant que j'ai une seule dimension, la mémoire, c'est un Tetris normal. Donc j'essaye de faire des lignes complètes pour bien remplir mon utilisation. Par contre, quand je commence à avoir la mémoire et le CPU, c'est block-out, le Tetris en 3D. C'est un peu plus compliqué déjà. Et puis quand je commence à m'occuper aussi de l'espace disque et puis d'autres choses, là c'est un Tetris en 4-5 dimensions. Donc là, le cerveau commence à fondre. Donc Mesos, ça marche. C'est en prod chez des petites startups de garage comme Twitter ou Airbnb ou eBay. Et par contre, ça exécute votre code, mais ça ne s'occupe pas de le déployer, ça ne s'occupe pas de le distribuer. Ça suppose que votre code, il est déjà là, il est prêt à tourner. Comment on pourrait faire pour distribuer notre code sur nos machines? On pourrait utiliser Docker, et justement, la communauté Mesos, quand elle a vu Docker et les containers, elle s'est jetée dessus en disant c'est chouette. Quand vous regardez les démos Mesos d'il y a un peu plus d'1 an, c'est toujours, alors regardez, je fais mon code, je construis un package Debian, je le distribue sur tout mon cluster, je l'installe sur tout mon cluster. Donc maintenant, j'ai ma commande coin qui est disponible sur mon cluster. Et ensuite, je fais Mesos, marathon, machin, lance-moi coin en 50 exemplaires. Et hop, coin se lance. Mais c'est quand même un petit peu dommage parce qu'il y a une grosse partie, faire un package, le distribuer partout, l'installer, c'est pas très drôle. Et donc, le fait de pouvoir utiliser Docker et son mécanisme de registrer, de transfert, etc., ça a énormément simplifié la vie de ces gens-là. Et puis, on a rajouté quelque chose de plus récemment, c'est Swarm. Alors, Swarm, c'est un petit peu un des derniers venus dans l'écosystème de Docker, parce que Mesos, c'est quand même un sacré bestiau. C'est assez compliqué à déployer, c'est assez compliqué à gérer au quotidien, et c'est assez compliqué à utiliser.
Cet après-midi, je vais essayer de faire une espèce de petit workshop avec une petite démo de ça pour démystifier un peu la chose, pour que si vous êtes en train de vous poser des questions sur Mesos, vous puissiez repartir en vous disant non, finalement, ce n'est pas si compliqué. Mais c'est quand même, il y a quand même une petite complexité derrière tout ça. Avec Swarm, on essaye de résoudre un des problèmes, c'est difficile à utiliser. Ce qu'on veut faire, c'est que quand les gens veulent lancer des jobs sur Mesos, quand ils veulent lancer leur front web, leur worker, leur cluster Elasticsearch, MySQL, etc., au lieu de devoir passer par des API spécifiques, au lieu de devoir apprendre tout un tas de nouveaux concepts, ils vont pouvoir garder l'API Docker, la CLI Docker, les outils de l'écosystème Docker et dire bah, je lance des trucs là. Et ensuite, Swarm va parler au cluster Mesos derrière et donc va abstraire une partie de cette complexité. Voilà, bon, ça veut dire qu'il faudra toujours déployer le cluster, il faudra toujours le gérer, mais bon, chaque chose en son temps. Donc résumé, à l'époque où je faisais du support technique pour .cloud, j'aurais bien aimé avoir quelque chose comme Docker pour reproduire les problèmes, et même à la limite après les garder, faire une bibliothèque. Voilà, ça c'est tous les problèmes qu'on a eus. À chaque fois, c'est un petit Docker file de 15 lignes, et plus tard, je peux reproduire ça. Quand j'écris de la doc, là aujourd'hui ça m'aide, Docker ça me permet d'avoir un pipeline simple et de ne pas me prendre la tête avec les détails du genre comment je transforme ma repo de doc en quelque chose que je peux regarder dans mon navigateur. En tant que développeur, alors là Docker c'est le festival, ça me permet de faire abstraction des différents environnements, d'exprimer les dépendances, de shipper du code plus vite. Et en tant que Ops, c'est en train de venir petit à petit, Docker pointe le bout du nez pour m'aider à déployer, scaler et orchestrer mes workloads. Alors, il y a des gens qui demandent combien ça coûte. Je ne suis pas ici pour vendre quoi que ce soit. Je suis pas commercial. Je parle que de la partie open source. Si vous me posez des questions sur la partie commerciale de Docker, je vous renverrai vers des commerciaux. Je refuserai de répondre, strictement. Voilà. Le moteur Docker, la partie qui fait tourner les containers, c'est entièrement open source. La registry, donc ce qui permet de faire la distribution des images Docker, c'est aussi open source. Donc tout ce que j'ai décrit là, c'est des choses que vous pouvez faire sans filer un rond à Docker, même si à terme, ça me ferait plaisir que vous le fassiez parce que c'est ça qui paye mon salaire. Mais tout ce que j'ai décrit là, c'est entièrement open source et utilisable par tous. Voilà. J'espère que vous avez tweeté plein de questions auxquelles je vais maintenant me faire un plaisir d'essayer de répondre. Merci beaucoup. Ok, donc la question est, avec du config management, j'ai déjà donc ce côté reproductible, par exemple avec un playbook Ansible, que je peux déployer partout, sur EC2, sur une VM, sur du physique, etc. Donc en gros, pourquoi passer par Docker? C'est ça, j'ai bien restitué là. Alors, l'idée c'est qu'effectivement, quand on est un gourou Ansible, on va arriver à avoir un playbook qui est vraiment reproductible et qui va vraiment marcher partout. En revanche, si on n'est pas un gourou Ansible, ça ne va pas se passer comme ça et j'ai une petite anecdote pour illustrer ça. Il n'y a pas longtemps, là, il y a eu encore, alors il y a une vulnérabilité OpenSSL, je crois aujourd'hui ou demain, mais ce n'est pas de celle-là dont je vais parler. C'est celle où il n'y a pas longtemps, en gros, la solution c'était de désactiver SSL v3 et de garder uniquement du TLS, quelque chose comme ça. Et donc en faisant une mise à jour de la lib OpenSSL. Donc dans son playbook ou dans son manifeste, ou etc., on va dire je veux au moins OpenSSL version, je ne sais plus combien c'était, 1. quelque chose XYZ. Et puis là, on se rend compte qu'en fait, la majorité de nos utilisateurs, c'est des gens qui sont sur BlackBerry ou sur des versions d'Android, donc ils n'ont pas TLS, ils n'ont que du vieux SSL, et donc on vient de perdre 90% de nos utilisateurs. Donc il faut faire un rollback vite. Le problème, si on revient à l'ancienne version de notre playbook et qu'on le rejoue, on va garder la même version d'OpenSSL parce qu'en fait, avant, on ne s'était pas encore préoccupé de fixer la version d'OpenSSL. On a juste dit « je veux OpenSSL ». Et la différence, c'est qu'après, on a dit « je veux OpenSSL au moins 1.xyz ». Quand je reviens à mon ancienne version, ma contrainte, ça devient « je veux OpenSSL ». Donc, quand j'applique mon playbook, j'ai déjà OpenSSL. Donc, je fais pas mon rollback en version. Donc, c'est un des petits problèmes qu'on essaye d'adresser en fait, en fabriquant des images avec Docker. Parce qu'une fois que j'ai fabriqué mon image, bien sûr, si jamais je recrée mon Dockerfile, je vais peut-être me retrouver encore avec ma nouvelle version d'OpenSSL, mais mon ancienne image, elle est toujours là. Et au moment où je fais mon déploiement, quand je passe de version X à version Y, si jamais ça part en cacahuète, je peux revenir à la version X très facilement, en une fraction de seconde, parce qu'elle est toujours là, elle est toujours déployée à côté de la première. C'est un des exemples. Mais ce n'est pas le seul. En fait, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'antagonisme configuration management et puis Dockerfile. Ce qu'on essaye plutôt de dire, c'est qu'il y a une petite partie des choses, typiquement les choses comme OpenSSL, moi avec mon background Ops,
Je trouve qu'il ne faudrait pas laisser ça entre les mains des devs parce qu'ils vont sûrement faire des bêtises. Il faudrait laisser des ops s'occuper de ce genre de problème parce que sécurité, etc. Après, on peut être d'accord ou pas, c'est pas vraiment la question, mais j'aimerais idéalement arriver à tracer une espèce de frontière un peu floue et de dire là, ça, c'est le souci des devs. Et je suis presque sûr qu'un dev, il va préférer écrire un Dockerfile qu'un playbook. Il y aura sûrement des exceptions parce qu'il y a des gens qui vont être à l'aise avec les playbooks, mais majoritairement, je pense que les développeurs vont être plus à l'aise et plus productifs avec un Dockerfile. En revanche, là, il y a une autre partie de la frontière, c'est le boulot des ops. C'est les couches basses, c'est des trucs où il ne faut pas se rater parce que sinon, il y a tout qui tombe. Et là, ça ne me dérange pas que les ops prennent des outils de config management où ils vont avoir tout le savoir-faire et la connaissance des effets de bord pour dire je fixe exactement les versions pour que je sois capable de faire un rollback et que effectivement mon socle, là, ma base sur laquelle je construis tout, je vais être capable de la déployer n'importe où sur des VM, enfin EC2, Digital Ocean, Gandhi, même mes VM en local, etc. etc. Donc on n'est pas du tout en train de dire il faut tout mettre à la poubelle et mettre que des Dockerfiles, etc. On dit plutôt pour les devs, il y a sûrement un coup à jouer là pour se faciliter la vie. Et après, ce sera à chaque équipe d'arriver à décider où est-ce qu'ils mettent cette frontière. Où est-ce que va s'arrêter un peu le boulot des ops, où est-ce que va commencer le boulot des devs, de manière à ce que les deux soient en confiance par rapport au boulot de l'autre équipe en fait. Voilà. Je crois qu'on avait une autre question, puis on en aura une par Twitter. Donc si je comprends bien la question, c'est si j'ai déjà un joli workflow avec du Ansible et du Vagrant, ça va être quoi l'intérêt en fait de proposer du Docker à mes ops par exemple, à mes développeurs pardon. L'intérêt en fait, ça va être de rendre pareil l'environnement de dev et l'environnement de prod. Parce qu'il y a, même s'il y a aujourd'hui des modules qui permettent d'utiliser Vagrant pour après attaquer de la prod, je ne connais pas grand monde qui utilise ça aujourd'hui. Et il y a toujours ce côté, comment dire, mon artefact, entre guillemets, enfin, ce que je passe par-dessus le mur entre le dev et la prod, ça reste du code. Donc j'ai effectivement un bel environnement de dev qui aura été peaufiné d'ailleurs en général par les ops pour être le plus proche possible de ce qu'on va avoir en prod. Mais ça va être, bon déjà ça va être un boulot de maintenir cet environnement. Ensuite, à l'expérience, pour le feedback qu'on a, c'est que c'est un petit peu plus fluide en fait d'utiliser quelque chose comme Compose et Docker plutôt que Vagrant pour monter une stack de dev. Donc on essaie de dire, ok, au lieu de dire que ce qu'on va passer de l'un à l'autre, c'est le code, et on espère que ça va bien marcher parce que les gens qui ont construit mes environnements Vagrant, ils savent ce qu'ils font et ils ont fait des environnements qui sont très très proches de mon environnement de prod, on va dire, on va passer des containers en fait. Et ils vont être par essence beaucoup plus proches déjà, c'est-à-dire que les différences qui vont rester, ça va être les différences intrinsèques du genre, oui, il y a un cas où c'est tout sur la même machine et il y a un cas où c'est des machines différentes. Mais le cas où c'est tout sur la même machine, avec Docker, c'est quand même des containers différents, avec des adresses différentes. Donc j'ai déjà au moins virtuellement, j'ai un réseau qui ressemble plus à ce que j'aurais en prod. Ensuite, plus les gens ont déjà un workflow propre, qui marche, etc., et moins c'est intéressant pour eux de regarder Docker dans ce contexte-là, parce que quand c'est pas cassé, ça ne sert à rien de le réparer. Alors est-ce que ça introduit pas une complexité de passer par Docker en dev si finalement on n'utilise pas en prod? En fait, non, parce que la manière dont on le voit, c'est qu'on a déjà de la complexité en dev. Excusez-moi le mot, mais c'est le bordel. Parce que moi, je suis sous Linux, il y en a un qui va être sous Mac, un autre sous Windows. Moi, je suis sous Linux, mais sous Debian. Il y en a un autre qui va être sous CentOS ou Fedora ou encore autre chose, ou Arch Linux. Donc, on a déjà tous des environnements différents, et c'est le souk. Alors, si on utilise Vagrant, c'est déjà pas mal parce qu'on a un petit peu nivelé le terrain. Par contre, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de maintenir nos environnements Vagrant. Et il va falloir, et ça va être du boulot, ça va être de la complexité, parce qu'à chaque fois que je vais mettre à jour ma prod, il faut que je mette à jour mon Vagrant de l'autre côté aussi. Et si jamais je laisse la moindre, non, c'est pas décrépitus, c'est discrepancy, la moindre différence s'insérer, là ça y est, mes environnements de dev et de prod sont plus en phase. Et fabriquer, alors on peut tout à fait fabriquer un Vagrant avec des outils comme Bergshelf, etc., pour que ça cale bien sur la prod. Perso, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai parlé à des gens qui l'ont fait et ils m'ont dit c'est bien, ça marche, c'est beau. Par contre, le jour où on veut reconstruire la Vagrant Box et qu'il y a tel ou tel mirror qui est down, pendant une semaine, en fait, on ne peut plus onboarder de nouveaux développeurs. Parce que pendant une semaine, il y a tel package externe qui build plus pour une raison X ou Y.
Et donc, pendant une semaine, on est obligé d'avoir un environnement différent. Et puis, au bout d'un moment, la différence pose un problème, donc on est obligé de rebuilder quand même, et on finit à faire des choses immondes, du genre rajouter une entrée dans le DNS avec un faux serveur HTTP pour servir le package qui nous manque, parce que là, il faut absolument qu'on construise l'environnement. Donc, je pense qu'effectivement, cette complexité, elle existe, et ce qu'on essaye de faire avec Docker, c'est de l'aplanir un peu et de rendre ça plus facile. Ensuite, encore une fois, alors, j'ai pas dit que Docker n'était pas prêt pour la prod. Ce que j'ai dit, c'est que je ne veux pas que les développeurs se disent oh, mais je ne peux pas utiliser Docker en prod, donc ça ne sert à rien, j'attendrai, etc. Si jamais on avait fait comme ça, on n'aurait jamais utilisé Vagrant et on serait resté longtemps en arrière parce que Vagrant, quand c'est sorti, c'est voilà, avec ça, je peux faire des beaux environnements de dev. Je vais complètement balayer en fait, d'un verre de la main tout un tas de problèmes, justement le fait qu'on a tous des machines différentes et on va avoir une base saine pour notre dev. Et là, en fait, on essaye. Je ne dis pas qu'on y arrive, mais on essaye de mettre la barre un peu plus haut en disant maintenant notre référentiel, ça va être le container. Donc on va être capable de prendre le container qu'on a en dev et le balader en pré-prod, en test, en prod, etc. Et effectivement, si on ne veut pas faire de Docker en prod, il y a un moment donné où il faut ouvrir ce container et sortir ce qu'il y avait dedans, de la même manière qu'avant on ouvrait notre repo et on sortait ce qu'il y avait dedans. La différence, à mon humble avis, et ça, c'est le fait d'avoir fait justement du déploiement comme ça avec les devs qui balancent du code et il faut se débrouiller avec. La différence, c'est qu'au moins, si j'ai un Dockerfile, je sais que ça marche. Je sais que si je pars d'une from Ubuntu version X et que j'exécute tout ça, ça marche parce que les devs, c'est ce qu'ils ont utilisé pour construire l'environnement. Alors que dans tous les autres cas, si on me file un playbook, un truc, etc., je suis peut-être maudit, mais quand j'ai eu des devs comme ça n'a jamais marché du premier coup. Jamais. Peut-être parce que je suis tombé que sur des bras cassés qui avaient écrit mes playbooks, etc. Mais il y avait toujours une petite embrouille parce que, oui, nous on se base sur la Ubuntu Cloud Image qui a déjà tel package installé. Toi, tu es en train de tourner sur une Ubuntu vraiment bare bones, qui n'a rien du tout. Donc, il te manque quelques packages, donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Des petites choses comme ça. On va prendre une dernière question, puisqu'on est déjà un peu en retard. Là-bas. Est-ce que Docker peut m'aider à gérer les dépendances entre services ? Je vais répondre partiellement. Alors au moins quand on est en local avec les fameux outils Fig et Compose, on exprime les dépendances des composants entre eux et il va faire une petite orchestration très simple pour dire « Oh, mais alors le frontal a besoin de la base de données, donc il faut que je lance la base de données d'abord. » Ensuite, quand on va déployer sur la prod avec plusieurs machines, etc., Docker va aider parce qu'au moins on aura la recette de dev à côté, donc on sait, on va pouvoir nous visuellement avoir ces dépendances. Par contre, Docker ne fait pas encore ça complètement automatiquement. On bosse dessus avec les projets comme Swarm, Compose, etc., mais on n'y est pas encore, il y a du boulot. Voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci Jérôme.